Je remercie les coordinatrices de m'avoir invité à venir parler de ce sujet difficile, qui est la prise en charge des enfants et des adolescents réfugiés en insuffisance rénale terminale. C'est un sujet difficile, épineux, et c'est un sujet qui reste d'actualité, puisque là vous avez une carte qui représente les centres de réfugiés en Belgique en 2016. À gauche, c'était la situation en février, sur laquelle j'ai barré tous les centres qui ont été fermés entre février et novembre 2016. Et donc ce que vous pouvez voir, si je sais vous le montrer, c'est que les centres concernés, hop là, voilà, se concentrent autour de deux régions qui sont le sud-est du pays et le centre de Bruxelles. Alors, c'est une obligation dans tout hôpital public, c'est le premier point dans la charte des droits du patient, c'est d'avoir accès aux services hospitaliers adéquats à son état ou à sa maladie. Et donc, en tant que médecin, on doit avant toute chose respecter ce droit. Ce sont des situations qui vont nous amener des difficultés supplémentaires par rapport à la prise en charge déjà difficile d'adolescents et d'enfants en insuffisance rénale terminale, parce que ça va mettre toute l'équipe médicale et paramédicale en difficulté avec le temps que représente la prise en charge de ces situations, autant pour les tâches médicales et d'éducation thérapeutique comme pour tous les patients, mais aussi toutes les tâches administratives. Tout prend beaucoup plus de temps. Il faut quand même une certaine habitude à traiter ces différentes situations avant d'avoir un petit peu d'expertise. Et on n'a pas été formé dans notre cursus habituel à prendre en charge des patients qui n'ont pas de revenus, pas d'assurance maladie. Et ça suscite aussi des réflexions éthiques au sein des équipes multidisciplinaires, alors que clairement, ça dépasse largement le cadre de la réflexion d'équipes multidisciplinaires et du médecin tout seul. Donc je voudrais bien, dans les dias suivantes, vous exposer quelques principes de la loi, belge essentiellement, et des 3 situations cliniques qui illustrent un petit peu les différents challenges auxquels on est confronté. Alors, que dit la loi en termes de transplantation d'organes ? En 1986, il y a un premier cadre légal qui a d'abord dit que l'accès à la transplantation doit être agréé par l'organisme d'allocation, donc en ce qui concerne la Belgique, par Eurotransplant. Et au début, il n'y avait pas de limitation il n'y a toujours pas de limitation pour l'accès à la transplantation de donneurs vivants, quelle que soit votre nationalité, quelle que soit votre résidence. Par contre, il y a eu des conditions administratives qui ont été imposées depuis 1997 pour l'accès à la transplantation à partir d'un donneur décédé. Et quelles sont ces conditions ? C'est en premier lieu soit d'être de nationalité belge, soit d'être enregistré au registre de population, que ce soit belge ou étranger, depuis au moins 6 mois, ou d'être de nationalité d'un pays partageant le même organisme d'allocation, donc la Slovénie, l'Autriche, les Pays-Bas en ce qui nous concerne, et d'y être domicilié depuis au moins 6 mois. Donc ça, c'est ce qu'il faut pour pouvoir accéder à la liste de donneurs décédés. Alors, il y a une autre loi qui prévaut à cela, c'est quand vous êtes confronté à un patient qui nécessite une assistance immédiate, par exemple le cas comme vous disiez, des gens qui avaient mangé des champignons et qui avaient besoin d'une transplantation de foie immédiate, là, le code pénal nous impose d'assister le patient, et donc là, le médecin n'a pas d'autre choix que de franchir la loi et d'inscrire son patient sur la liste de donneurs décédés. Mais par contre, ce n'est pas du tout le cas en transplantation rénale, puisque tant qu'à présent, l'hémodialyse est considérée comme ce qui permet la survie, et donc la transplantation rénale ne permet pas de franchir cette limite que permettait le code pénal. Alors, on a 5 catégories de challenge, maintenant qu'on connaît un peu le cadre légal, quand on prend en charge ces patients sans statut légal. Le premier challenge, il est quand même d'ordre médical. On est confronté à des patients dont on n'a pas le dossier médical, qui sont accompagnés par des parents qui généralement ont un niveau d'éducation qui permet de fournir des explications relativement limitées quant à la situation médicale de l'enfant. Et bien entendu, il y a une barrière linguistique qui est très importante puisqu'ils viennent principalement de pays parlant des langues qui ne sont pas représentées parmi les interprètes de l'hôpital. Alors,
c'est déjà une fameuse tâche que de prendre en charge des enfants en insuffisance rénale terminale. C'est un traumatisme majeur dans une famille, pire qu'un cancer pour certains. Mais en plus, vous êtes confronté à des gens qui ont vécu des choses dont vous n'avez pas idée. Ils ont connu la guerre, les bombes, les mutilations, les viols, et donc ils sont dans une situation de stress importante. Leur famille est complètement explosée. Ils ont abandonné la moitié de leur famille derrière eux de par le monde. Et puis ils sont confrontés, autant que nous sommes confrontés, à un choc culturel, choc religieux, choc culturel, qui va ressortir quand on va devoir aborder des questions comme le don d'organes et le conseil génétique, puisque comme on s'occupe d'enfants, les parents veulent parfois encore faire d'autres enfants, et donc ce genre de questions vont susciter des soucis. Alors le gros challenge, c'est pour l'assistante sociale. Moi, j'ai la chance de travailler avec une assistante sociale de compétition qui s'appelle Céline Pirard à la Clinique de l'Espérance. Au CHU, on est très bien fourni aussi. Mais vous devez comprendre que, quelle que soit votre assistante sociale, elle a été formée pour aider votre patient à avoir une mutuelle, à se mettre en ordre pour une assurance hospitalisation, à avoir des revenus de remplacement, à trouver une maison de repos, que sais-je, mais pas avec des patients qui n'ont pas de domicile, parce que pour avoir accès aux soins de santé, il faut un domicile pour avoir une mutuelle, et donc il faut avant tout une résidence. Et donc elle est assez démunie. Et donc, on va être obligés, nous, médecins et paramédicaux, à comprendre un peu le challenge juridique de ces patients réfugiés. Alors, c'est un petit peu rébarbatif, je vais essayer de vous le résumer du mieux que je peux et que je l'ai compris et que j'essaie toujours de le comprendre tous les jours. Alors, quand un patient arrive à la frontière belge et qui n'a pas de document lui permettant de rester en séjour légal, il doit aller à l'Office des étrangers, pour introduire une demande d'asile. Et puis là, l'Office des étrangers peut décider soit d'emblée qu'il est reconnu réfugié, soit d'emblée le débouter, soit de dire que sa demande n'est pas recevable. Et le plus souvent, il va dire que le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides doit analyser le dossier avant de rendre une décision. Donc pendant ce temps-là, le réfugié va être orienté vers Fait d'asile, qui dispatche tous les centres d'accueil pour réfugiés. Et vous devez savoir que dans les centres d'accueil, le patient va bénéficier d'une assistance médicale, infirmière, psychologique, d'une assistante sociale qui va l'aider dans ses procédures de demande d'asile, à comprendre s'il y a un refus, à inscrire ses enfants à l'école, parce que les enfants, dès qu'ils sont sur le territoire belge, sont en obligation scolaire. Il va avoir un accompagnement juridique, parce que même si on vous dit sur le site du CGRA que vous pouvez faire toutes ces démarches tout seul comme un grand, c'est absolument impossible sans un avocat. Et il va aussi bénéficier d'un interprète, mais uniquement pour communiquer avec son assistante sociale ou avec son avocat, pas pour venir à l'hôpital traduire les consultations médicales. Et puis le CGRA va rendre une décision qui soit est favorable et il donne le statut de réfugié. Votre patient obtient le droit de s'inscrire au registre de population, une carte A, comme elle s'appelle en Belgique. Et au bout de 6 mois, vous avez donc le droit de l'inscrire sur la liste de donneurs décédés. Soit il lui octroie une protection subsidiaire, ça c'est une autorisation de séjourner sur le territoire pendant maximum 1 an. Et pendant cette période, en fait, il doit constituer son dossier pour expliquer pourquoi il a dû quitter son pays et pourquoi il n'est pas en sécurité s'il y retourne. Alors, c'est maximum 1 an. On pourrait se dire, ah ben voilà, on a 1 an pour le transplanter. Non, en fait, la décision peut être cassée à tout moment. Et donc, au bout de 4 mois, votre patient, même s'il avait cette protection, peut être mis dehors. Et puis, le CGRA peut décider que le dossier n'est pas acceptable et que le patient n'a pas droit et il reçoit ce qu'on appelle une annexe 13, qui est un ordre de quitter le territoire. Mais il n'est pas reconduit ailleurs à la frontière et donc beaucoup de patients, enfin la plupart des gens vont faire appel. Et là, on se retrouve avec toute une quantité de gens qui vont faire appel et qui vont rester comme ça pendant des années sur le territoire, sans statut légal, sans accès aux soins de santé, parce qu'ils sont en procédure d'appel. Alors, quand le CGRA a rendu sa décision, le patient doit quitter le centre d'accueil. Et donc là, il doit aller à l'extérieur du centre d'accueil, se débrouiller pour trouver un domicile. Parce qu'il faut un domicile pour aller s'inscrire sur le registre de population. Et donc là, généralement, il y a des associations sans profit, comme l'Espace 28 pour les gens qui viennent de Verviers, ou Point d'appui, qui vont l'aider à trouver généralement un logis via le CPS. Et une fois qu'il a une résidence, il peut alors s'inscrire sur le registre de population. Quand il est dehors, par contre, en dehors de ces associations sans profit, il n'a plus aucune aide sociale, etc. Et donc, il n'a pas encore de mutuelle à ce stade-là.
Alors, qu'est-ce qu'il peut faire pour obtenir ce statut de réfugié? Deux possibilités, soit selon l'article 9 bis de la loi, qui, selon la Convention de Genève, dit qu'on doit accorder asile à toute personne persécutée, soit pour sa nationalité, sa race, son opinion politique, religieuse, son appartenance à un groupe social. Et donc ça, c'est l'asile politique. L'autre possibilité, c'est selon l'article 9 ter de la loi, qui dit que l'étranger qui séjourne en Belgique avec un document d'identité, donc il faut déjà un document d'identité, et qui souffre d'une maladie dans un tel état qu'elle entraîne pour lui un risque réel pour sa vie, son intégrité physique ou un risque de traitement inhumain ou dégradant quand il n'y a aucun traitement dans son pays d'origine, alors il a le droit de demander à rester en Belgique. Et une fois que vous avez obtenu ce statut de réfugié, vous avez cette fameuse carte A pour 1 an qui est renouvelée une fois par an, et au bout de 5 ans, vous avez un accord définitif. Comment obtenir un 9 ter? Alors là, le médecin va être sollicité puisqu'il faut remplir un certificat médical conforme au modèle de l'Office des étrangers où vous devez démontrer le risque réel pour la vie du patient ou son intégrité physique ou le risque de traitement inhumain ou dégradant, fournir tous les rapports médicaux que vous pouvez obtenir pour expliquer la maladie, mais également fournir des rapports quant aux soins de santé existants dans le pays d'origine ou le pays dans lequel il séjourne, une explication sur l'absence de famille éventuelle dans le pays d'origine pour justifier qu'il n'y a pas de soutien humain et financier dans le pays d'origine. Et c'est le demandeur qui doit prouver qu'il n'a pas accès aux soins, aux traitements dans son pays d'origine, que ce soit pour une raison financière ou géographique. Et donc, il va devoir constituer tout ce dossier avec votre aide. Alors, parce qu'évidemment, le médecin de l'Office étranger, quand vous lui parlez de transplantation, il va faire Google transplantation, il va regarder où est-ce qu'on a accès dans la transplantation dans le monde, et il va voir qu'à part les zones, là c'est en 2014, vous avez juste les zones bleues claires, là. Sinon tout le reste, ce sont des pays où il y a de la transplantation. Et donc s'il regarde par exemple, je sais pas moi, le Kurdistan, il va dire c'est la Turquie, il y a la transplantation. Ce qu'il ne regarde pas, c'est l'accès aux soins de santé. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il existe dans le pays un système universel de soins de santé comme en Belgique, parce qu'on est très bien fourni. Donc ça, c'est une carte qui date d'avant les élections et donc d'avant Obamacare, mais qui est toujours d'actualité puisqu'il n'y aura plus d'Obamacare. Donc vous voyez ça, en gris, c'est tous les pays où il n'y a pas de système universel de soins de santé de par le monde. Et donc, autant votre patient, il a peut-être accès à la transplantation parce qu'il y a un médecin qui fait de la transplantation dans son pays, c'est pas pour autant qu'il sait la payer, puisque dans la plupart de ces pays d'où ils viennent, il faut payer pour avoir accès à ces soins. Alors, dans les situations suivantes, je voudrais vous exposer brièvement les challenges que représentent tous ces patients. Le premier, c'est un patient marocain, Khalid, qui est né en 96-96 au Maroc, avec des valves de l'urètre postérieure, qui a subi des chirurgies multiples, une néphrectomie droite, il a fait plein d'affections, et donc il a évolué vers l'insuffisance rénale chronique, et surtout, il était totalement incontinent suite à des chirurgies répétées sur l'urètre. Et donc, vers l'âge de 10 ans, comme au Maroc, on disait aux parents qu'il n'y avait aucun espoir pour lui, ni de traiter son insuffisance rénale chronique, ni de le rendre continent, ils l'ont envoyé à Toulouse. À Toulouse, on a fait un petit check-up et puis on l'a envoyé en Belgique parce que là, il avait une autre tante qui est margée au CPS. Et là, sa tante a pu l'inscrire à sa mutuelle. Alors ça, parfois, il y a des erreurs administratives comme ça. En fait, elle a fait un kéfala. Je crois que les Français connaissent bien ça aussi. Le kéfala, c'est une procédure judiciaire dans les États islamiques qui donne le droit d'adopter un mineur sans l'adopter, puisque l'adoption est interdite par la loi islamique. Donc, c'est-à-dire qu'il dit qu'il s'engage à prendre soin de ce mineur. Mais ça ne donne aucun droit juridique vrai, c'est-à-dire vous ne pouvez pas hériter quand vous avez fait un kéfala, etc. Et donc en Belgique, en France, ce n'est pas du tout reconnu, donc ça ne vous donne pas droit, ça n'est pas un lien de filiation. Quoi qu'il en soit, à l'administration, ils l'ont mis sur sa composition de ménage, et donc il a eu droit à la mutuelle de sa tante, et donc nous, quand il s'est présenté à l'hôpital, on l'a pris en charge, il avait une mutuelle, une assurance soins de santé. Donc on lui a fait une rétroplastie ouverte, qui a permis de le rendre complètement continent, et c'est quand on a introduit un dossier pour des allocations familiales majorées, où là il faut prouver la filiation, qu'on s'est rendu compte qu'il n'avait pas de permis de séjour. Donc là, ça fait déjà 3 ans qu'il est en Belgique. Alors l'assistante sociale, elle est coincée parce que le kéfala, ce n'est pas valide en Belgique, donc elle ne sait pas évoquer le regroupement familial, donc elle a dû l'aider à faire sa demande d'asile. Et puis 4 ans après, il reçoit un avis comme quoi son dossier n'est pas recevable. L'administration est embêtée, c'est un mineur, donc il est dans un pays en état mineur, c'est embêtant.
3 ans plus tard, on a introduit des nophtaires. Il est presque en insuffisance rénale terminale. Son nophtaire est rejeté parce que l'Office des étrangers dit que la prise en charge est disponible au Maroc et donc il reçoit un ordre de quitter le territoire. Alors évidemment, nous, on sait qu'il n'a pas de sous pour être pris en charge au Maroc, donc il fait appel. Mais donc l'assistante sociale, là, elle a dû beaucoup intervenir pour l'aider à trouver un avocat spécialisé, parce qu'en fait, les avocats qu'on leur fournit souvent sont des avocats prodéo, qui ne sont pas compétents en droit étranger, et donc il faut vraiment trouver un avocat investi dans la matière et spécialisé en droit étranger, et elle l'a accompagné plusieurs fois chez l'avocat. En 2015, on est obligé de le mettre en dialyse, puisque voilà, il est toujours là et on n'a pas pu le greffer. Et l'assistante sociale l'a aidé à démontrer qu'il n'y avait pas de ressources financières suffisantes au Maroc. Ses parents vivent en dessous du seuil de pauvreté, ils gagnent moins de 150 € par mois. Une séance de dialyse, ça coûte 85 € et les patients sont obligés d'avancer les sous, selon les informations qu'on a eues, avant d'avoir un remboursement partiel. Donc ça nous paraissait impossible pour cette famille-là, évidemment, de payer la dialyse. Et en plus, la question, ce qui se posait, c'est comme il a déjà 19 ans, quel va être son accès à la mutuelle quand il arrive dans son pays d'origine, puisqu'il y a quand même une limitation en fonction de l'âge. Sur le plan médical, c'est quand même un challenge, parce que vous avez un patient que vous soignez depuis 10 ans et vous ne pouvez pas lui offrir de transplantation préemptive. C'est le patient typique qu'on pourrait greffer bien avant le stade de dialyse. C'est pas possible parce que il n'a pas de séjour légal, donc il n'a pas droit à la liste de donneurs décédés. Il n'y a pas de possibilité de don vivant parce que sa tante était ABO incompatible. Et alors on a essayé de démontrer auprès de l'administration les bénéfices de la greffe préemptive sur la dialyse, les bénéfices de la greffe par rapport à la dialyse, en essayant de dire au pire qu'on le greffe, mais qu'il reparte greffé, ce sera déjà moins lourd qu'en dialyse, mais ça a été complètement rejeté. Donc on a pris des contacts avec le Maroc pour essayer de préparer son retour. Ce n'est pas des choses faciles quand on est à distance. Donc je peux vous dire au moins que la mutuelle paye les 3 premiers mois de dialyse, ça c'est toujours une information utile. Et puis pour l'accès à la transplantation, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des informations. Donc en ce qui concerne le donneur décédé, il y a un médecin de Marrakech qui lui a téléphoné pour lui dire qu'il attendrait plus ou moins 5 à 10 ans, qu'a priori il ne travaillerait pas et qu'il n'aurait pas d'enfant. Enfin, c'est en tout cas ce que le patient a retenu après cette conversation téléphonique. Mais on sait en tout cas que le délai d'attente pour donneur décédé est très long dans ces pays. Et puis, on essaie, nous, de lui faire accepter l'idée don vivant. On se dit, il va retourner dans sa famille. Mais lui, ça fait 10 ans qu'il ne vit plus dans ce pays-ci. Il vit ici, il a fait toute sa scolarité, c'est un adolescent, il ne connaît plus ses parents, puisque pendant 10 ans, il n'a pas pu remettre les pieds dans son pays. Donc c'est difficile d'accepter le don vivant de quelqu'un que vous ne connaissez plus du tout. Sur le plan psychologique, c'est un fameux challenge aussi, parce qu'on le pousse à maintenir sa scolarité. On lui dit, tu dois avoir un diplôme, que ce soit pour ici ou pour là-bas, pour défendre ton dossier, c'est important. Mais lui, il ne se voit aucun futur, que ce soit dialysé en Belgique ou que ce soit dialysé au Maroc. Il sait bien qu'il n'aura aucun avenir. Et donc, on a obtenu une protection subsidiaire en octobre 2015 pour 6 mois. On s'est dit, super, on va pouvoir le greffer au bout des 6 mois. Et puis, au bout des 6 mois, il a reçu une expulsion. Il a quitté le territoire au mois de mai 2016. Et la dernière fois qu'on a eu des nouvelles, puisqu'on a entretenu des emails et des coups de fil réguliers avec lui, c'était au mois de juillet, où il nous annonçait que sa famille ne voulait plus le prendre en charge et depuis, on n'a plus de nouvelles. Donc ce n'est pas une situation très joyeuse parce que je pense qu'il n'a plus accès aux soins de santé. Une situation un peu différente, heureusement qui finit mieux, c'est la situation de Bekim, qui lui est albanais, qui arrive à l'âge de 7 ans via l'Autriche avec sa maman. Il est orienté vers un centre de la Croix-Rouge, et là la Croix-Rouge nous appelle en disant, il est en insuffisance rénale terminale, il a 2 urétérostomies à la peau, il fait pipi tout le temps, il est plein de cicatrices et il est muet. Donc de nouveau, challenge médical, pas d'interprète albanais pour nous expliquer l'histoire, pas d'assurance, donc il faut négocier avec le centre de la Croix-Rouge pour tous les examens, tous les transports vers l'hôpital, tous les traitements. Il faut aussi solliciter vos collègues. Notre chirurgien Antoine Cuc l'a opéré gratuitement, les séjours à l'hôpital ont été payés par l'hôpital, par la clinique de l'Espérance. L'ORL a fait tous ses bilans gratuitement pour comprendre pourquoi il était muet. Il a été opéré de manière à le rendre continent, donc on a resséqué ses valves, on a fait une réimplantation. Et puis on a fait appel à tout le monde, les firmes, la pharmacie de l'hôpital, pour donner le traitement standard. On va le traiter comme tous nos patients, donc lui donner de l'érythropoïétine, de l'hormone de croissance, des médicaments pour qu'il grandisse. C'était d'ailleurs impressionnant de voir à quel point il a grandi une fois qu'on a pris en charge bêtement l'acidose. Alors, sur le plan psychologique, c'était un fameux challenge aussi, parce que d'abord, cette maman est arrivée avec un sac et un bébé, point. Elle a son mari et son enfant qui sont restés en Albanie, puis elle nous explique son histoire. Alors son histoire, c'est quoi? Elle est née avec un bébé qui faisait pipi goutte à goutte. Et donc, c'est des gens qui vivaient dans les montagnes. Ils ont vendu leur chef pour aller voir un docteur qui a dit qu'il ne savait rien faire pour l'enfant, qui criait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il a dit, ce que je peux faire pour lui soulager ses douleurs, c'est mettre les urtères à la peau et il mourra gentiment.
Et puis donc c'est ce qu'il a fait, il a mis les uretères à la peau, et puis ce bébé a grandi, tout en continuant à crier, mais en tout cas n'ayant plus mal, ne faisant plus de pics de fièvre. Et puis là, ça a commencé à être la persécution par le village, parce que ce sont des gens d'un petit village, mais enfin voilà, ils étaient persuadés que cette mère avait fait un péché pour avoir un monstre pareil, qui faisait pipi par 2 trous à la peau, et qui criait tout le temps, et donc ils ont été lapidés plusieurs fois, et donc toutes les cicatrices qu'on avait à la peau, c'était des cicatrices de lapidation. Donc ce ne sont pas des situations qu'on a l'habitude de prendre en charge. Donc elle a vécu tout un temps à l'hôpital. Alors, le challenge linguistique, je voulais en reparler ici, parce que là, on s'était fait avoir. En fait, comme on n'avait pas d'interprète albanais, il y avait quelqu'un qui accompagnait du centre, et puis on ne s'est pas rendu compte tout de suite de ce qui se passait. En fait, la maman, quand ma collègue lui donnait les explications sur la transplantation, la dialyse, elle pleurait tout le temps. Et puis un jour, pendant une hospitalisation, il y a une autre maman qui est venue nous trouver dans le couloir et qui nous a dit « Je suis albanaise, et votre interprète, il ne dit pas ce que vous dites. Il dit que l'enfant va mourir, et que c'est un enfant qui doit mourir. » Et donc, on s'est rendu compte que ce monsieur ne transmettait pas. Et donc voilà, ça veut dire oui, il faut des interprètes indépendants, il faut trouver des sous pour avoir des interprètes indépendants, même quand ce sont des langues rares. Alors bon, en plus, Frésénus nous a aidés pour faire la dialyse péritonéale en albanais, parce que voilà, on n'apprend pas le français si vite. On a fait une demande de Nofter qui a été rejetée, puisqu'ils ont dit que le traitement était disponible en Albanie, mais on a introduit une demande de 9 bis pour la persécution. Il a été transplanté, il a grandi de manière formidable, il a eu des implants cochléaires, il fréquente une école pour malentendants, il aura une insertion professionnelle. On a pu faire un regroupement familial, son père et sa sœur sont venus, les 2 parents travaillent, et sa grande sœur commence des études de médecine. Alors la dernière situation est encore un peu différente, c'est Urican qui est né dans la région kurde de Turquie en 2008 avec une hypoplasie rénale bilatérale qui l'a conduit en insuffisance rénale chronique. Et à 2 ans, les parents, voyant bien que leur enfant est malade, partent vers l'Allemagne où là, on prend en charge l'acidose, l'hypertension, l'hypertrophie ventriculaire gauche et de nouveau, on les envoie vers la Belgique où là, ils arrivent à Eupen. Alors là, on se retrouve avec une triple barrière linguistique puisqu'ils sont dans un centre allemand. Les parents parlent un peu le turc, mais surtout le kurde, et nous, on parle français. Même chose, les frais médicaux doivent être payés par le centre. Le Nofter est refusé parce que le traitement est disponible en Turquie. Les Kurdes, ce n'est pas un pays reconnu, c'est la Turquie. Mais il y a quand même quelqu'un qui a eu pitié parce que 48 heures avant qu'ils soient dans l'avion pour rentrer chez eux, l'ordre d'expulsion a été annulé parce qu'il n'y avait pas de centre pour l'accueillir en dialyse là d'où elle venait. Donc ils ont reçu une nouvelle permission subsidiaire, ils sont sortis du centre, et puis là, comme je vous ai dit, une fois que vous sortez du centre, vous n'avez pas tout de suite une mutuelle, et donc, de nouveau, c'est l'hôpital qui a dû payer pour la dialyse pendant plusieurs mois avant qu'elle n'ait une dialyse, une mutuelle. De nouveau, vous retrouvez, vous ne pouvez pas faire de transplantation préemptive puisque vous n'avez pas d'accès à la liste de donneurs décédés. On avait envisagé le don vivant. D'abord, le père, il est ABO incompatible. Et puis, tant qu'ils n'ont pas de mutuelle, qu'est-ce qui va payer pour la transplantation don vivant? Ces gens-là n'ont pas 50 000 € à fournir pour payer la transplantation don vivant. Et la mère a été réfutée parce qu'elle souhaitait encore d'autres enfants et que donc, avertie des risques de grossesse avec un seul rein, elle a choisi de ne pas donner, alors qu'elle avait eu déjà 2 fausses couches, dont au moins une pour agénésie rénale prouvée. Donc manifestement une hérédité problématique. On a fait une nouvelle demande de Nofter, parce qu'on a démontré qu'il n'y avait pas de ressources financières possibles dans leur retour d'origine, et donc on a greffé cet enfant en octobre 2015, avec une greffe qui marche très très bien. Je voulais quand même en parler parce que le challenge linguistique y persiste. On n'a toujours pas réussi à ce que les parents parlent français. Alors nous, on a des gens maintenant qui parlent allemand dans l'équipe, mais c'est quand même compliqué. La petite fille, elle parle le kurde. Dans l'école à Eupen, elle a été mise dans une école spécialisée qui n'existe qu'en allemand, donc on n'a pas pu la faire mettre dans une école francophone, donc c'est quand même compliqué. Et donc voilà, il faut se servir de la pharmacie de ville parce que tout changement thérapeutique est compliqué. Donc c'est pas si facile que ça, toujours. Et le challenge médical psychologique, il persiste parce que voilà, par exemple, maman a fait une quatrième grossesse qui a donné un petit garçon en bonne santé, mais une 5e grossesse qui a donné de nouveau un enfant avec une insuffisance rénale chronique sur rein unique et une cardiopathie sévère. Donc, si je dois résumer, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces situations pareilles, c'est évaluer les risques vitaux, donner les soins essentiels, peser chaque décision, puisque pour les traitements, les examens, ça implique des coûts. Il faut pour l'instant accepter que le patient ne recevra pas le même traitement qu'un enfant belge, notamment une transplantation préemptive, évaluer les ressources du centre, du patient, de l'hôpital référent,
organiser le travail multidisciplinaire dans l'hôpital et dans le centre d'accueil, donc vous voyez un peu la charge de travail, bien connaître l'assistance juridique du patient et vraiment essayer d'avoir des avocats spécialisés, et proposer un futur légal. Voilà. La dialyse, oui, la transplantation préemptive, on ne peut pas, même si pour nous, financièrement, ce n'est pas rentable. De quoi est-ce qu'on a besoin? Vous avez besoin d'une équipe médicale et paramédicale très forte et très solidaire. Vos collègues vont devoir vous aider parce qu'il n'y aura pas de sous pour payer tout ça. Ça demande quand même une certaine formation. Les interprètes indépendants, je l'ai dit. L'assistante sociale, c'est vraiment la clé de la prise en charge. Et puis, des avocats spécialisés, je l'ai déjà dit, un soutien psychologique aussi pour l'équipe et quand même une réflexion éthique derrière, parce que nous, on doit apprendre à comprendre les différences culturelles, on doit savoir jusqu'où est-ce qu'on peut pousser le don vivant, comme ces mamans qui veulent continuer à faire des enfants, est-ce qu'on doit pousser plus loin le don vivant, est-ce qu'on doit aller jusqu'à la transplantation allo-incompatible, et quand est-ce qu'on doit apprendre à s'arrêter. Alors, je vous invite à consulter ce papier qui est très très bien fait par deux Canadiens dans le journal de Medical Ethics de 2014, où sont des éthiciens qui ont fait le travail que je recherchais beaucoup, c'est-à-dire ils ont comparé tous les arguments pour et contre la transplantation des patients demandeurs d'asile. Et ce que j'ai retenu, le plus important pour un médecin, c'est que d'abord, comme l'a dit Descartes, un médecin doit promouvoir la santé de son patient et le bien-être de son patient sans discrimination. Et donc nous, en tant que médecins, c'est ça la réponse qu'on doit apporter. Ce n'est pas notre travail de répondre aux autres questions. La transplantation, ça coûte moins cher que la dialyse. Et d'autre part, ce sont des patients vulnérables, tous ces réfugiés, parce qu'ils sont dans des situations psychologiques terribles, ils ont traversé des épreuves terribles. Et en plus, les enfants, on sait que l'impact de la dialyse est encore pire sur leur croissance, sur leur développement intellectuel. La dialyse est pire que la transplantation. Ils ne sont pas responsables de leur statut d'immigré, puisqu'ils ont suivi leurs patients. Et dans la majorité des cas, ils finiront comme des résidents nationaux. Et donc, il faut vraiment se battre, je pense, pour obtenir la transplantation pour ces enfants. C'est en tout cas la conclusion de ces deux médecins également. Voilà, je vous remercie.